sont un pilier de la démocratie et aujourd'hui elles sont fragilisées dans bien des endroits, aux États-Unis, en Argentine et ailleurs. Et on a vraiment essayé aujourd'hui de mobiliser la jeunesse et de solliciter une mobilisation large du monde académique, mais aussi des citoyens et des citoyennes, à venir défendre les sciences comme pilier de la démocratie. Ce matin, on a une conférence de presse où vous aurez 4 ou 5 interventions venant de disciplines différentes qui vous donneront une perspective de la situation aux États-Unis, en Argentine, en France et ailleurs, et des enjeux de cette journée de mobilisation. Je vous remercie d'être venus si nombreux aujourd'hui et on prendra des questions après les interventions. On prendra des questions plutôt des journalistes. Il y aura un deuxième amphi à Jussieu un petit peu après, plutôt pour le grand public. Merci à tous et à toutes d'être venus. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette magnifique organisation. Je m'appelle Patrick Boucheron, je suis historien, je suis professeur au Collège de France et je parle ici en tant qu'un des signataires de cette tribune, et non pas au nom du Collège de France. C'est important parce que, je suis très heureux d'ailleurs, que le Collège ait accepté d'accueillir cette manifestation. Il me semble, à titre personnel, qu'elle est c'est le lieu pour parler de science d'une manière générale et de la science devant la société, puisque c'est très exactement la mission demi-millénaire presque de cette institution. Mais c'est pas de ça dont je dois parler, pour une raison simple, c'est parce que ce dont il est question au fond dans cette mobilisation citoyenne, c'est d'individus, de scientifiques en danger et de l'idée qu'ils se font de la science, en tant que cette idée ne concerne pas seulement l'emploi scientifique, mais toutes et tous qui, dans la société, doivent être persuadés qu'il y a là une attaque massive et, je crois, inédite contre la démocratie, en tant que la démocratie n'est pas seulement un suffrage, en tant que ce n'est pas seulement un régime, mais que c'est une tâche à accomplir, et que parmi la principale tâche à accomplir en démocratie, rien n'est possible si on n'est pas d'accord sur un certain nombre de présupposés qui ont à faire avec la vérité, avec la mesure, avec la valeur, autant de choses qui très universellement sont tenues par la science. Tenues par la science. Je voudrais dire quelque chose aussi pour dire combien il est important de parler d'individualité et de droit académique, des libertés académiques, de défendre au fond librement sa recherche. Je crois qu'il faut qu'on s'attende maintenant à défendre les institutions. Mais ne nous attendons pas à ce que les institutions, en tant qu'institutions, nous défendent. Nous devons nous compter dans ces institutions et savoir que l'état de droit ne tient pas tout seul. Il tient si on tient à lui. Il tient si on se tient bien dans les fonctions qui sont les nôtres, et si d'une certaine manière on n'en prend pas soin, il tombe d'un coup, il tombe si vite. Et effectivement, de ce mot un peu vague de sidération, on voit bien que cela recouvre aujourd'hui une incapacité politique à saisir le moment où on est. Je suis historien, je voudrais juste dire quelques mots parce que c'est pas à moi de parler longuement de ces questions qui sont beaucoup plus saillantes, beaucoup plus cinglantes dans les sciences de la nature et de l'environnement dont on va parler, mais je voudrais quand même dire un mot depuis ma discipline, depuis l'histoire. D'abord pour répondre au fond à la demande ordinaire qu'on fait aux historiennes et aux historiens de métier. Est-ce que ça a déjà eu lieu? Quel est le précédent en Amérique et ailleurs? On parle de macartisme, on parle de chasse aux sorcières, mais n'oublions pas que dans les années 50, certains scientifiques académiques qui justement défendaient la liberté académique étaient attaqués sur leurs opinions politiques et pas sur leur activité professionnelle. Et là, c'est très différent. Ce qui va vous être exposé en détail par les collègues, c'est au fond
dans les laboratoires, dans la définition même d'un métier qui doit, en tant que nous sommes des travailleurs de la preuve, en tant que nous sommes au fond les défenseurs humbles, disait Marc Bloch, de cette morale de l'intelligence qui n'avance rien sans être prouvée, sans être mesurée, et qui croit quand même au régime de vérité. C'est ça qui est attaqué. C'est ça qui est attaqué. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est sans précédent. Il me semble que c'est sans précédent et que si, pour parler de l'agression russe, on peut aller chercher dans les rayons de notre bibliothèque des livres d'histoire et parler d'empire, pour ces moments orwelliens, comme le dit si bien Olivier Vernet, c'est-à-dire cet obscurantisme technophile qui a pris le pouvoir de manière violente, brutale, comme un coup d'État, en somme, aux États-Unis, c'est plutôt dans les romans, dans les dystopies, chez Orwell, chez Philippe Roth, le complot contre l'Amérique, qu'on a à trouver des ressources d'intelligibilité et de mobilisation. Ça paraît incroyable de dire ça, mais c'est vrai. C'est pas tout à fait vrai, d'ailleurs. C'est pour ça que c'est très important, j'espère qu'il sera là, qu'on parle aussi du précédent argentin, puisque d'une certaine manière, on comprend aujourd'hui que les États-Unis d'Amérique sont bien en Amérique et qu'il y a un laboratoire brésilien, puis argentin, de la destruction systématique du régime de vérité. Donc ça, c'est quelque chose d'important. L'Amérique est aussi la terre des coups d'État, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même effectivement un coup d'État numérique qui attaque directement. Je parlais d'obscurantisme technophile. Umberto Eco a décrit ça dans un livre qui s'appelle « Comment reconnaître le fascisme ». Tout le monde s'y précipite à nouveau, comme effectivement le noyer retrouve sa bouée. Et dans ce livre que je vous conseille quand même de lire, il définit ce qu'il appelle l'ourfascisme, c'est-à-dire au fond le fascisme fondamental, au-delà de ces manifestations. Bien sûr qu'il n'y aura pas de chemises brunes qui reviendront dans la rue, l'histoire ne récidive pas, mais elle se ramène aussi à quelques principes fondamentaux. Umberto Eco en avait défini 14. Le premier, c'est ce qu'il appelle effectivement l'obscurantisme et le refus obstiné de croire qu'il y a une avancée dans la connaissance. Et ensuite, il y en a d'autres. La force, l'héroïsme, etc. Mais le premier, c'est ça. Bon. Donc, on est au début, on est au plus fondamental, on est au principe même d'une attaque contre la démocratie, pas simplement comme régime, mais comme, j'allais dire, mode de vie, mode d'existence et mode de pensée. Pourquoi c'est important de dire ça? Parce que, deuxièmement, et je serai très rapide, nous devons éprouver aujourd'hui une solidarité entre les sciences expérimentales et les sciences sociales. Les sciences sociales ont le triste privilège d'avoir été la première cible. Ne l'oublions pas, la première cible. C'est-à-dire que si effectivement les listes de mots interdits se comportent, alors tu vas me dire, la question du changement climatique, ça, c'est pas les historiens qui l'ont mis en avant, mais le gender, mais l'inclusivité, mais la diversité, on voit bien que là, d'une certaine manière, les sciences de la nature, les sciences informatiques, enfin toutes les sciences sont d'une certaine manière les victimes collatérales d'une attaque massive qui a plusieurs années et qui aussi peut se dérouler dans le monde entier et aussi en France où l'international trumpiste a des représentants tout à fait déterminés contre les sciences sociales. Les sciences sociales, donc, doivent aujourd'hui montrer leur pleine solidarité avec les sciences dites expérimentales et les sciences dures, mais l'inverse est vrai aussi. Pourquoi? Parce que, et j'en terminerai par là, il faut bien, nous aurons besoin effectivement de
toutes les conjurations d'intelligence et de toutes les disciplines pour essayer de comprendre pourquoi ce que nous avons à dire est nécessaire, mais qu'il n'est pas évident que ça soit entendu. Il n'est pas évident que ça soit entendu par la société française, qui n'est pas évident de faire comprendre que nous ne défendons pas seulement l'emploi scientifique, qu'après tout que les gens se fassent licencier, nous, ça nous révolte, mais pardon de le dire brutalement, ça arrive souvent à beaucoup de gens. Donc c'est pas ça la question. C'est même pas la question des budgets, même si effectivement, on va vous le dire, on va vous donner des exemples, on va vous donner des mesures, et c'est très important. Mais c'est qu'au fond, au-delà, c'est un enjeu démocratique. Et comment faire comprendre aujourd'hui que la science est un bien commun, de la société, et que c'est l'ensemble de la société qui est attaqué si on attaque la science en son principe, c'est une question qui va mobiliser toutes les énergies, toutes les intelligences, tous les regards critiques, parce que, effectivement, les sciences sociales, l'histoire, toutes les disciplines humanistes que j'ai l'honneur de représenter ici, eh bien, ont quelque chose à dire aussi pour vous aider. Voilà, pour vous aider, parce que nous sommes maintenant, et ça, effectivement, c'est, je dirais, sinon la bonne nouvelle, du moins le point de départ, nous sommes maintenant dans une communauté de désarroi et de danger, et donc là, pour le coup, nous sommes tous embarqués. Bonjour, moi je suis Dominique Costagliola, je suis directrice de recherche émérite à l'INSERM. Je travaille sur l'épidémiologie des maladies infectieuses et je suis une des signataires de la tribune également. Et moi je vais vous parler de santé, à la fois donc des recherches en santé et santé tout court, parce qu'il y a aussi des attaques contre la santé des personnes, que ce soit dans le monde ou aux États-Unis. Donc, je vais commencer par ce qui se passe au National Institute of Health, le NIH. En fait, le NIH, c'est à la fois une agence de financement et des laboratoires de recherche. Donc en interne, les gens qui travaillent dans les laboratoires de recherche, il faut savoir que sur les 20 000 personnes donc, employées du NIH, il y en a déjà 1200 qui ont été renvoyés. Les personnels restants ont interdiction de communiquer avec les journalistes ou de se déplacer à des congrès scientifiques ou de présenter et de publier des travaux qui seraient liés à DEI. Diversité, équité, inclusion. Ça veut dire par exemple, pas de travail sur les inégalités sociales ou raciales de santé, pas de travail sur les minorités, qu'elles soient LGBT ou raciales, et même, vous voyez, dans les mots interdits, il y a femmes. On n'a pas le droit de faire des recherches qui essaient de regarder pourquoi, pour certains problèmes de santé, ça ne se passe pas de la même façon chez les hommes et chez les femmes. Avec des argumentaires comme quoi ça n'est pas éthique de faire des différenciations. Vous voyez ? Même si, dans les faits, si on prend l'exemple maladie cardiovasculaire, le poids est à peu près le même chez les hommes et chez les femmes, mais les hommes et les femmes ne font pas les mêmes pathologies. Les femmes font plutôt, par exemple, des AVC, des insuffisances cardiaques, et les hommes plutôt des infarctus. Et aussi, les femmes ne sont pas aussi bien prises en charge que les hommes. Mais on n'a pas le droit de travailler sur ces sujets. Donc ça, c'est pour ce qui se passe en interne. En externe, il y a en ce moment une revue des projets qui ont déjà été financés pour lesquels les gens s'attendaient à recevoir leur argent, c'est de l'argent qui est versé chaque année, pour arrêter les financements qui n'entrent pas dans les nouvelles priorités. Donc, je ne répète pas, hein, c'est toutes les recherches dans lesquelles DU est central, le financement va s'arrêter. Celles où une partie peut survivre sans, on va renégocier et diminuer les crédits. Et puis celles qui ne parlent pas de ça auront le droit de continuer. Vous voyez, dans la bêtise que ça représente, il y avait des études financées pour regarder l'impact des hormones de sexe opposé, pour essayer de comprendre comment les hormones peuvent impacter un certain nombre de physiopathologies, que ce soit comment on réagit aux infections virales, ou à nouveau, par exemple, les maladies cardiovasculaires. Et le Dodge s'est vanté sur Twitter d'avoir arrêté ses études, et il a parlé d'études
transgenre chez les souris et les rats. Vous voyez, ça n'a pas de sens, hein, c'est pas de ça dont il était question, bien entendu. Alors, après, il y a aussi des gens qui étaient financés dans le cadre d'un programme qui s'appelle DEI Supplement. Donc ça, c'était des crédits qui finançaient les recherches d'un certain nombre de jeunes chercheurs, sur 3 à 5 ans, pour qu'ils développent leur projet de recherche, notamment quand ils font partie des minorités. Et donc, voilà, j'ai une collègue qui m'a raconté que quelqu'un dans son laboratoire avait reçu un courrier pour lui dire que c'était fini, du jour au lendemain, vous voyez, parce que voilà, hein, pas de raison donnée, mais ça s'arrête. Et c'est du jour au lendemain. Et il y a aussi eu un arrêt, en fait, de la réunion des comités d'évaluation. Donc les gens ont déposé des projets, et puis maintenant, il n'y a plus de calendrier pour le calendrier d'évaluation, donc on ne sait pas du tout quand et si il y aura des évaluations des projets qui ont été déposés. Donc finalement, un arrêt du financement et sans aucune certitude sur ça. Et enfin, la dernière chose qui est faite, mais c'est le fait de dire que désormais, les coûts indirects seraient limités à 15%. Les coûts indirects, c'est quoi? C'est que quand vous êtes dans un laboratoire de recherche, vous appliquez pour un contrat, bien sûr, vous avez le coût de la recherche, mais vous avez un bureau, vous avez un téléphone, vous avez de l'électricité, vous avez des machines, vous avez une animalerie. Tout ça a un coût. Et c'est pour ça que l'université récupère sur chacun de vos contrats une partie du financement pour assurer finalement cet environnement. Et ça n'est pas légal, parce que normalement, ça devrait être une décision du Congrès. Donc il y a eu des arrêts du judiciaire pour arrêter cette mesure, mais au fond, personne ne sait sur quel pied danser, et les universités les plus fragiles ont déjà supprimé un certain nombre de post-doc, un certain nombre de recrutements de thésards, et on voit bien qu'au fond, c'est vraiment destiné à décourager les jeunes de s'engager dans la recherche. Un autre exemple, au CDC, le CDC c'est le Center for Disease Control, c'est un organisme de surveillance, notamment des maladies infectieuses. Eh bien, là à nouveau, environ 10% des gens ont été renvoyés, dont notamment les gens de Intelligence Service, c'est-à-dire les gens qui font les enquêtes en cas d'alerte. S'il y a une alerte alimentaire, infectieuse, vous voyez, explorer ce qui se passe avec la rougeole dans l'épidémie qui est en cours à l'heure actuelle, ces gens-là, on les a renvoyés. Bon, un certain nombre d'entre eux ont reçu 3 semaines après un mail leur disant qu'il fallait qu'ils reviennent travailler à partir du 5 mars. Évidemment, ce qui s'est passé entre le 15 février, quand vous avez reçu le 1er, et le 5 mars, pas de salaire, pas de rien, pas d'explication non plus, c'est comme ça. Eux aussi ne peuvent pas communiquer, ne peuvent pas notamment publier les données de surveillance, par exemple sur les épidémies localisées comme la rougeole ou la tuberculose. Et bien sûr, ce qui inquiète, c'est la grippe aviaire. Il y a des cas chez l'homme. Pour l'instant, il n'y a pas de transmission interhumaine, en tout cas pas forte, mais c'est quand même quelque chose que l'on redoute. Il n'y a personne qui va publier sur ces choses-là. C'est tant pis pour nous, hein. Et puis, ils ont aussi interdiction de travailler avec l'OMS, puisque les élus vont se retirer de l'OMS, mais même de travailler sur des crédits qu'ils auraient reçus de l'OMS, même si l'argent est déjà là. Vous voyez à quel point ça correspond à du gâchis. Et après, tous les gens qui sont des employés fédéraux, donc que ce soit au NIH, au CDC, dans l'administration des vétérans, etc., ont reçu des mails pour les inciter à démissionner, puis ensuite des mails pour leur demander de préciser 5 choses qu'ils ont fait dans la semaine écoulée. Et puis, il faut qu'ils fassent ça chaque semaine. Vous voyez, c'est juste vraiment le côté lancinant de s'attaquer aux gens. Je voudrais dire quelques mots, bien sûr, de l'impact de la suspension des programmes d'aide internationaux, et notamment du programme PEPFAR. C'est un programme qui en fait, couvre les soins pour les personnes vivant avec le VIH, environ 20 millions de personnes dans le monde, et qui offre aussi des programmes d'antirétroviraux, de prévention mère-enfant, mais de prévention plus largement à l'ensemble des publics. Et vous trouverez sur le site pepfar.impactcounter.com un décompte de l'impact en termes de décès. Le programme il est suspendu pour 90 jours, soi-disant, pour revoir si on dépense bien l'argent, hein. Et sur ce site, vous trouverez le nombre de décès qui a entraîné cette suspension depuis le 24 janvier.
Ce matin, c'était un peu plus de 18 000 adultes et un peu moins de 2 000 enfants qui sont décédés suite à cette mesure. Il faut savoir que dans certains pays, c'est l'ensemble de la prise en charge du VIH qui est couverte par ce programme. Certains pays ont des taux plus faibles. Par exemple, au Cameroun, c'est 100%. Voilà, au Botswana, c'est 57% de l'ensemble de l'effort de soins et de prévention du VIH qui est couvert par ce programme. Il y a aussi une attaque claire sur la santé des Américains, avec la diminution drastique du budget Medicaid, ce qui veut dire que, et aussi des conditions permettant l'accès à Medicaid, c'est-à-dire que des gens vont perdre leurs droits et du coup ne plus pouvoir offrir des programmes de prévention et tout ça. Et aussi, il y a l'administration Biden avait réussi à obtenir la fixation d'un prix maximum pour un certain nombre de médicaments, par exemple l'insuline, et ça a été annulé. Donc maintenant, c'est redevenu hors de prix de pouvoir se traiter quand on est diabétique et surtout si on n'a pas de couverture santé. Enfin, par exemple, moi j'ai été frappée, pour préparer cette conférence de presse, j'ai envoyé des mails à des collègues, et beaucoup ne m'ont pas répondu ou ne m'ont pas répondu sur le fond. Et je pense que c'est un début recherché, les gens ne savent pas sur quel pied danser vraiment, et ils ne veulent pas prendre de risques, et ils ont peur, pas forcément pour eux, mais potentiellement pour leurs équipes, de qu'est-ce qui va se passer si le budget n'arrive pas, qu'est-ce qui va se passer si on ne peut pas embaucher des jeunes chercheurs, c'est surtout eux qui sont en première ligne, les postdocs, les PhD. Et donc, voilà, il y a cette volonté vraiment de décourager les gens à s'engager et de nier les évidences, vous voyez, imaginez l'idée qu'on ne peut pas travailler sur la santé des femmes, par exemple. C'est ça que ça veut dire, c'est vraiment l'obscurantisme. Effectivement, on peut se souvenir de certains livres, comme La Servante écarlate, pour comprendre finalement ce qui est en train de nous arriver. Et bien sûr, on voit bien que, bien sûr, même si l'attaque n'est pas délibérée comme c'est le cas là, on voit bien en France la diminution progressive des crédits de recherche, la diminution aussi des crédits de l'aide internationale. On voit bien les attaques sur le wokisme dans les universités. On n'est pas si loin que ça puisse se passer aussi ici. Et c'est vraiment important que du coup, il y ait une solidarité internationale autour de ces enjeux, parce que voilà, la science et la recherche de la vérité, c'est vraiment quelque chose qui est déterminant pour notre espèce, et il ne faut pas qu'on se laisse attaquer et surtout vaincre dans ce combat. Merci. Bonjour, je m'appelle Claire Mathieu, je fais de l'informatique, de la recherche au CNRS à Paris. Et je suis aussi l'une des signataires de la tribune qui a paru mercredi matin, mardi soir. Bon, après les terribles témoignages et exemples décrits par Dominique, ce que je vais dire va sembler bien modeste, bien pâle, mais parce que l'informatique ne fait pas partie des domaines particulièrement ciblés par le gouvernement Trump, ni les mathématiques, ni l'économie. Et pourtant, ces domaines sont eux aussi sévèrement impactés par les attaques contre la science en cours depuis l'investiture de Trump le 20 janvier dernier. Donc, en tant que victime collatérale, pour ainsi dire. Et donc, je voudrais vous donner quelques exemples pour vous montrer que nous, on n'est pas protégés des attaques. 4 exemples. Premier exemple. Il était prévu que cet automne, j'aille faire un séjour aux USA pendant 2 ou 3 mois, rendre visite à des collègues. Ce séjour scientifique est maintenant remis en question. Pourquoi ? Parce que Trump a pris des mesures qui limitent brutalement les coûts indirects du NIH. Mais le NIH, c'est la santé. Vous me direz, ça n'a rien à voir avec moi. Sauf que ça chamboule le budget recherche de toute l'université, pas seulement la recherche médicale, la recherche en général, dès maintenant, et donc
toutes les dépenses non essentielles sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Donc, selon le résultat des actions judiciaires en cours pour bloquer les décisions de Trump, il se peut que ma visite n'ait pas lieu. C'était le premier exemple. Deuxième exemple, une collègue m'a dit que dans son université, les candidatures d'étudiants pour les doctorats, pour faire entrer en première année de thèse à l'automne, elles ont été faites, les dossiers ont été évalués, les entretiens téléphoniques ont eu lieu, les enseignants-chercheurs sont prêts à envoyer les propositions aux personnes qui ont été choisies, mais tout est en suspens, dans l'attente d'avoir plus de visibilité sur les décisions budgétaires du gouvernement Trump. La gouvernance de l'université envisage de faire une année blanche, c'est-à-dire aucun recrutement d'aucun étudiant en première année de thèse dans aucun domaine de la recherche cet automne. Donc ça, c'était un autre impact où pour l'instant, tout dépend des actions judiciaires en cours. Troisième exemple. Aux USA, la NSF, National Science Foundation, finance l'essentiel de la recherche fondamentale et également une partie de la recherche appliquée. Quand j'étais aux USA, j'avais des contrats avec eux. Moi, je fais de la recherche en informatique théorique, sur les algorithmes. Et donc, c'était le programme sur les fondements algorithmiques dont je dépendais. Je viens d'apprendre que Tracy Kimbrell, qui à la NSF travaillait à la NSF pour ce programme, vient d'être licenciée. Ça faisait une quinzaine d'années qu'elle y travaillait. Le départ s'est passé de manière brutale. Je ne vais pas les détails. Quatrième exemple, un de mes collègues qui fait de l'informatique théorique, il avait un contrat à la NSF, son contrat déjà financé est suspendu, il est gelé en attendant d'être réévalué. Pourquoi? Parce que probablement que dans son résumé, il a utilisé des mots interdits. Bon, lui, il travaille sur des algorithmes à concevoir, ça n'a rien à voir avec les sujets ciblés par le gouvernement, mais il a peut-être qu'il a dit qu'il serait vigilant dans son choix de stagiaire pour lutter contre le faible pourcentage de femmes faisant de la recherche en informatique. Femmes. Quelle que soit la raison, le contrat a été brutalement gelé. Donc ces exemples, c'est pour vous montrer le chaos qui est en cours aux États-Unis, dans le monde de la recherche. Ces attaques contre la science se font par des coupes budgétaires, des licenciements ou des non-recrutements, la censure, les limitations à la liberté académique. J'ai demandé à mes collègues la permission de donner ces exemples sur leur situation. Et ils m'ont dit, d'accord, mais ne cite pas les noms de nos universités, car nous craignons de possibles représailles. Ils ont peur de s'exprimer en public pour témoigner de ce qui leur arrive par peur de représailles. Ça, c'est presque le plus frappant pour moi. C'est vraiment effrayant. Voilà donc ce qui se passe actuellement aux USA, dans des domaines de recherche qui ne sont pas spécialement ciblés. L'attaque est générale, la brutalité est stupéfiante, je pense qu'elle est volontaire pour effrayer les chercheurs, les empêcher de s'exprimer, les décourager. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec nous? D'abord, la recherche, c'est un travail à l'échelle de toute l'humanité. Nous travaillons de concert avec nos collègues à l'étranger, et si la recherche aux USA est en souffrance, c'est la recherche dans le monde entier qui en pâtit. La recherche est un bien commun. On parle toujours de compétition, concurrence, mais en fait, nos travaux se construisent les uns par rapport aux autres. C'est les uns sur les autres. Donc la recherche aux États-Unis est fondamentale pour la recherche ici. Ensuite, on peut se demander bien sûr si ce genre de choses, une telle catastrophe, pourrait nous arriver à nous aussi, en France. En France, on n'a pas de coût budgétaire aussi brutal, mais on a un effritement du budget de la recherche. On n'a pas de licenciement massif, mais petit à petit, les postes se raréfient. On n'a pas de censure aussi stupide que celle qui est en cours aux USA. Par exemple, l'an dernier, l'Académie des sciences a publié un rapport sur les femmes en sciences s'engageant à œuvrer pour augmenter leur nombre. Si on était aux USA, je pense qu'on lui couperait le budget, ou on lui interdirait de publier ce rapport. Mais on voit quand même apparaître en France quelques actions inquiétantes, comme le mur qui a été dressé à l'INRAE en décembre dernier. Financement, poste, intimidation, on n'est pas dans la même situation, ça n'est même absolument pas comparable, mais il y a des germes qui demandent un peu de vigilance. Donc, qu'est-ce qui motive ma présence aujourd'hui? C'est d'abord l'horreur de ce qui se passe actuellement aux USA.
c'est insupportable de ne rien dire. Et au-delà du simple témoignage, c'est pour essayer de comprendre comment on en est arrivé là, comment nous pouvons aider nos collègues aux USA et comment nous pouvons faire pour qu'une attaque similaire ne puisse pas arriver en France. Donc, je suis Valérie Masson-Delmotte, je suis chercheuse en sciences du climat et je veux commencer par rendre hommage à la recherche américaine en sciences du climat et sur tous les aspects liés à l'environnement. Nos collègues américains, les institutions scientifiques font face à un traitement brutal, de l'intimidation, des coupes budgétaires, des licenciements et la menace, par exemple pour les dirigeants d'organismes, d'être jetés en pâture à l'opinion publique sur les réseaux sociaux. Cela conduit à paralyser, à faire profil bas, à de l'autocensure. Je veux saluer le courage des jeunes scientifiques américains qui, eux, ont tout à perdre et en même temps rien à perdre et qui ont monté cette initiative Stand Up for Science. Elle ne vient pas des institutions, elle vient des jeunes scientifiques américains qui sont la cible des attaques brutales. Donc je salue leur courage. Je veux également rendre hommage à la contribution historique des États-Unis aux sciences du climat. Au tout premier plan, un leadership scientifique mondial depuis des décennies. Sur les derniers 5 ans, si on regarde les publications scientifiques dans le monde avec le mot-clé changement climatique, la contribution de signataires basés aux États-Unis, c'est environ 23% de cette production de savoir, à peu près à part égale avec la Chine. Pour donner un ordre de grandeur, le Royaume-Uni, c'est 9%, la France, 5%. Ça montre l'importance de la production de savoir sur le changement climatique aux États-Unis. Et ce leadership scientifique américain, eh bien, il est aux antipodes des choix de l'administration Trump. Actuellement, ce qui se passe, c'est de la censure sur les thématiques liées aux inégalités, la santé, la protection des milieux naturels, le changement climatique, la justice environnementale, sur des sites internet publics. Par exemple, les informations liées au changement climatique ont été éliminées de sites de départements d'État pour l'agriculture, l'énergie, le transport et l'Agence de protection de l'environnement. L'aspect justice environnementale est particulièrement ciblé. Il faut également souligner des attaques brutales qui ciblent la production de connaissances scientifiques, notamment à l'Agence Océan-Atmosphère américaine, la NOAA, qui opère d'ailleurs le service de prévision météorologique publique américain, avec 800 licenciements, notamment de jeunes scientifiques, et des menaces, par exemple, sur les baux des locaux qui hébergent les centres de calcul. Il y a une menace de coupe d'environ 65% du budget de l'Agence de protection de l'environnement qui produit des connaissances pertinentes pour protéger l'environnement, la santé, dans le cadre du rôle de cette agence. Si l'on prend l'organisation qui protège les espèces menacées, la Fish and Wildlife Services, 400 personnes licenciées, environ 5% des effectifs, qui touchent la capacité à assurer le suivi de terrain de ces espèces menacées dans les refuges pour la vie sauvage. Les rangers des parcs nationaux ont subi 750 à 1000 licenciements. Je veux également mentionner du côté de l'USAID, l'agence américaine qui finance l'aide au développement, l'interruption du service d'alerte précoce pour les sécheresses en Afrique, qui avait été mis en place il y a 40 ans lors de sécheresses et de famines graves en Éthiopie, financé par l'USAID, mais aussi avec les moyens de la NOAA de la NASA. Je veux mentionner l'interruption du réseau de surveillance de la qualité de l'air, mis en place dans les ambassades et consulats américains. Ça a joué un rôle important dans la prise en compte de la pollution atmosphérique en Chine, par exemple, et souvent dans des pays qui ne disposent pas de tels réseaux de mesure. Ça endommage en fait la production d'informations, la mise à disposition d'informations sur la pollution atmosphérique importante pour la santé. Les États-Unis arrêtent leur partenariat pour la sortie du charbon avec l'Afrique du Sud ou l'Indonésie. Ils arrêtent le financement du Fonds vert pour l'aide à l'adaptation dans les pays vulnérables. Donc en plus des effets directs sur la santé, ça ne va faire qu'exacerber les inégales expositions et vulnérabilités face au changement climatique. Je veux donner 4 exemples de scientifiques qui ont été licenciés sur ces volets. Zach Leb, qui est connu pour un chouette site internet de visualisation de données pour l'Arctique et le climat planétaire,
qui avait été recruté au laboratoire de recherche sur la dynamique des fluides géophysiques de l'université de Princeton, un des laboratoires pionniers dans le monde sur la modélisation de l'atmosphère, du climat depuis 1955, le laboratoire de Suki Manabe, prix Nobel de physique en 2021, viré brutalement, et aujourd'hui il partage ses interrogations. Qu'est-ce que je fais avec les conférences qui sont prévues pour les prochaines semaines? Je les annule. Qu'est-ce que je fais avec mes publications en cours de relecture? Je les arrête. Je vais parler de Sarah Coulet, directrice du programme sur l'acidification de l'océan de la NOAA. Je veux parler de Matthew Eovino, prévisionniste à Anchorage, licencié brutalement, ce qui a interrompu les radiosondages et donc dégradé la qualité du suivi atmosphérique et la qualité de la prévision. Je veux parler de Sarah Weisberg, brillante biologiste marine à Providence, qui travaille avec les communautés de pêcheurs pour les aider à gérer de manière durable les stocks en fait, des écosystèmes côtiers. Elle a acheté une maison à Providence, son conjoint l'a rejointe. Vous imaginez la situation que cela produit. Les cartes de crédit des scientifiques américains ont été plafonnées à $1. Vous savez, celles qui permettent d'éviter de passer par des marchés publics pour les achats courants dans les labos ou pour les missions de terrain. Eh bien, les gens qui devaient se déplacer pour intervenir autour des feux de forêt n'ont pas pu y aller. L'incertitude sur les tarifs pour le Canada, le Mexique, la Chine, des gros fournisseurs en fait, de matériel scientifique et médical, perturbe complètement toute la chaîne de fournisseurs de matériel scientifique et de fonctionnement courant dans les laboratoires. 2 des 6 météorologues qui embarquent sur les avions qui lancent des instruments pour suivre les ouragans ont été virés. Dans les 10% des personnels qui ont été licenciés de la NSF, il y a une grande partie des directeurs de la logistique antarctique, ce qui déstabilise aussi en fait l'appui opérationnel à la recherche antarctique. Je veux reparler juste de la NSF parce que ce qui a été également arrêté, ce sont des stages organisés tous les étés pour des jeunes scientifiques, notamment de communautés sous-représentées dans la science, pour leur permettre de découvrir ce qu'est la recherche fondamentale, créer des vocations. C'est une atteinte au droit à participer à la science. La science, elle a pour mission d'être inclusive. Pour continuer, c'est également la diplomatie scientifique qui est touchée directement. À travers le GIEC. Kate Calvin, chief scientist de la NASA, une scientifique brillante avec laquelle j'ai eu la chance de pouvoir travailler, co-présidente du groupe 3 du GIEC, elle a été interdite de déplacement à la dernière session plénière où a eu lieu l'approbation du rapport qu'elle doit superviser. Son équipe d'appui a été démantelée. Le gouvernement a fait la politique de la chaise vide pour les États-Unis pour la première fois. Dans un contexte de difficulté de définition du calendrier de rendu des rapports du 7e cycle du GIEC pour le 2e bilan mondial de l'accord de Paris. Tout retard au démarrage fragilisera la capacité à rendre ce rapport à temps. Quel est le signal envoyé aux chercheurs américains, notamment pour contribuer au rapport du GIEC? Est-ce que leurs missions seront soutenues? On ne sait pas. Le Conseil pour l'adaptation au changement climatique auprès du ministère de l'Intérieur a été détruit. La préparation du rapport américain National Nature Assessment pour l'état de la nature, les tendances, les projections sur les écosystèmes terrestres, aquatiques, la vie sauvage, la biodiversité des écosystèmes, leurs bénéfices pour l'économie, la santé, l'équité, les aspects pour la sécurité intérieure. Ce rapport a été arrêté. Les scientifiques souhaitent le faire, mais sans soutien fédéral. Dois-je placer cela dans le cadre plus large de l'idéologie qui sous-tend les choix de l'administration américaine et le projet 2025 qui est mis en œuvre? Par exemple, privatiser les services de prévision météorologique. Ils reviennent à peu près à $4 par Américain et par an, une tasse de café. Pensez-vous qu'une entreprise privée va déployer la mise en œuvre de lâcher de ballons, de radars, de bouées en mer, la recherche fondamentale pour améliorer les modèles et l'assimilation de données? Non. Toutes les entreprises commerciales de prévision météorologique dépendent en réalité de la qualité de l'information issue du service public de la recherche. Ce qui est également posé comme question, c'est l'accessibilité de ces données météorologiques au niveau mondial. Nous travaillons en coopération sur les sujets météo, climat, biodiversité, écosystème. Nous avons besoin de cette coopération scientifique. L'administration Trump 2, elle nie les injustices environnementales, l'urgence climatique, elle construit une obstruction aux technologies propres et l'efficacité énergétique pour produire et exporter le plus possible d'énergie fossile. Il laisse tomber les plus vulnérables en réduisant leur aide humanitaire et tout engagement financier pour le climat. Pour le pays qui a historiquement le plus contribué au réchauffement actuel, c'est une immense lâcheté.
Cette brutalité, elle cache cette immense lâcheté. Depuis les années 80, des industriels, des idéologues aux États-Unis ont choisi de jouer le rôle de marchands de doute, en construisant, en propageant différentes formes de climato-scepticisme vers les journalistes, les décideurs et le grand public. Mais à l'époque, c'était la technique du rideau de fumée. On laisse la recherche, avec un accord bipartisan, se faire au meilleur niveau mondial, librement, communiquer librement comme scientifique, et on met ce rideau de fumée. Maintenant, la science, elle est devenue une cible, la fabrique des savoirs. Les faits scientifiques sont si clairs, je pense, solidement établis et puissants, que c'est la science qui est attaquée. Le fait d'attaquer ces connaissances scientifiques, de véhiculer des informations, c'est de l'obscurantisme qui atteint une dimension au plus haut niveau politique américain, avec des attaques inédites sur la liberté académique, qui est, avec l'esprit critique, un fondement des droits humains et de la démocratie. Pouvoir délibérer sur la base de faits, des faits, pas des croyances, pas des idéologies, des faits. Cela relève du sabotage au détriment de la société américaine, ne serait-ce que la prévision météo par exemple, de la jeune génération de scientifiques américains et formés aux États-Unis, du progrès scientifique dans le monde. La protection de l'environnement, la science, c'est compliqué à construire. L'organisation de la science, c'est délicat, c'est fragile. Attirer des étudiants vers des parcours scientifiques, c'est difficile, c'est exigeant. C'est fragile, lent à construire et facile à détruire. Pour moi, c'est l'héritage des Lumières qui est en jeu. La place de la science dans la société. Le respect à la science et aux scientifiques. Le vice-président américain, J.D. Vance, en 2021, devant le congrès du national-conservatisme, s'est exprimé très clairement. L'université est l'ennemi, le professeur est l'ennemi. Je vous invite à réfléchir sur les symboles. Quand en France, on mure l'entrée de l'OFB, de l'ANSES ou de l'INRAE, quand on attaque l'ADEME, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut intimider, on ne veut pas voir, on ne veut pas entendre, on ne veut pas laisser parler. Comme c'était dit tout à l'heure, nous n'en sommes pas au même niveau d'attaque sur la science. Mais je pense qu'il faut être collectivement extrêmement vigilant et interpeller les décideurs politiques par rapport à la science comme bien commun, par rapport à l'importance de s'appuyer sur des connaissances scientifiques pour la santé, les inégalités sociales, la protection de l'environnement. Et je ne peux pas m'empêcher de souligner qu'en France, en 2024, les énergies fossiles, c'est 57% de l'énergie que nous consommons. Depuis 2022, les États-Unis sont devenus le premier fournisseur de gaz et de pétrole de la France. On est passé de Poutine à Trump, de Carib dans Scylla. Nous finançons ces attaques sur la science. Merci. Bonjour, je suis José Eduardo Buestre, je suis directeur de la recherche émérite au CNRS et je travaille sur la dynamique des fluides à l'ESPCI et je suis très impliqué dans la relation scientifique franco-argentine. Et donc je vais parler de la situation de l'Argentine, qu'en certaine façon, depuis Milei, l'assumption de Milei en décembre de 2023 a été un peu pionnière dans beaucoup de politiques de destruction de la science et pas seulement de la science. Donc, il est arrivé au pouvoir, particulièrement sur la base de promesses mensongères, de promesses un peu d'attitudes draconiennes d'austérité budgétaire, qu'il a mis en marche avec la diminution des aides sociales, la dérégulation du marché du travail. Donc, on est arrivé à une diminution de 30% du pouvoir d'achat des retraités, à une augmentation de la pauvreté de 40 à 53%, ainsi qu'à des niveaux très très bas des possibilités de réalisation du genre. Réduction des dépenses publiques, il y a un arrêt total des travaux publics et l'absence d'émissions monétaires, suppression des subventions, bien sûr tout ça a arrivé à la diminution des déficits. Je dis ça parce que pour beaucoup de politiciens en France, ça c'était un exemple de la diminution des déficits de l'Argentine, mais à ce prix et à ces situations. En même temps, la principale activité de l'Argentine maintenant a basculé vers l'activité financière, en particulier toutes les opérations de carry trade, c'est-à-dire les opérations spéculatives de jouer avec le rendement entre le peso et le dollar,
qui a produit des bénéfices de l'ordre de 23% annuels cette année en dollars. Donc essentiellement, ça devenu l'activité financière la plus importante dans tout le secteur financier. En même temps, l'Argentine a basculé dans la grande production de pétrole et de gaz par fracking dans la région de Vaca Muerta en Patagonie. Et donc, ce sont deux éléments, une très forte activité financière de spéculation et cette activité à niveau de l'extraction. Tout ça, ça donne des contextes économiques, le succès économique de la ligne de l'école autrichienne d'économie que postule. Qu'est-ce qui passe au niveau de l'éducation? L'investissement de l'État dans l'éducation a chuté de l'ordre de 45%. Les universités argentines, les universités publiques dans la plupart, sont très importantes. Il y a 2 millions, presque un peu plus de 2 millions d'étudiants. Et il y a eu une réduction de 25% du budget. Au début, la réduction du budget s'était justifiée en disant qu'il y a sans doute des corruptions, des mauvaises utilisations du budget. Et donc, il a dit, je ne vais pas augmenter le budget jusqu'à faire un audit complet de toute l'activité, tous les frais et de tous les dépenses de l'université pendant les dernières 5 ans. Bien sûr, avec ce rythme, on a pu attendre encore beaucoup de temps pour ça. Les niveaux des salaires des enseignants universitaires, il a perdu 33% depuis l'ascension de Milei, en année et quelques. Mais les choses importantes, c'est qu'il y a eu des milliers de manifestants qui se sont, en 2 grandes opportunités en avril et octobre, de l'ordre de 1 million de manifestants qui sont sortis à la rue pour protester contre cette diminution et cette coupe du budget universitaire. Et ils sont arrivés, à partir de cette forte mobilisation, à faire marche arrière à le gouvernement de Milei. Bien sûr, Milei provoquait, en disant que ces manifestations de 1 million de personnes dans tous les pays, c'était que des simples larmes des gauchistes. Dans le domaine de la science, Milei a attaqué, pour des raisons tout à fait idéologiques et culturelles, les scientifiques, les CONICET, que c'est les sénateurs argentins, c'est très important, ils donnent 20 000 personnes, le système scientifique argentin est de l'âge complet, un des plus importants de l'agriculture. Accuser les scientifiques à des faibles productivités, ils disaient qu'ils ne produisent pas de gains, disaient de façon provocative en disant si vous êtes bon scientifique, donc allez publier un livre, essayez de le vendre, et si vous gagnez de l'argent, vous êtes bon scientifique. Sinon, c'est pas ça. Et donc, en plus, pour essayer de séparer les scientifiques de la population, ils disaient on perd de l'argent de l'État parce qu'on doit payer ces gens qui ne produisent pas, qui sont donc des engins de l'État. Donc, il y a eu une chute très forte du budget de la science. Le budget de la science, dans les dernières années, il a manqué de 0,2% à 0,30% du PIB. Et cette année, une année et demie, a tombé de 0,3% du PIB à 0,15% du PIB. Donc, a diminué la moitié du budget de la recherche. Les financements des programmes de recherche de l'Agence de la science et de la technologie, c'est le programme LNR, ils sont bloqués carrément. Et depuis 2 ans, seulement 2% du budget est exécuté. Même il y a de l'argent, 53 millions de dollars d'un crédit de la Banque interaméricaine de développement, qui sont en dollars, qu'on ne peut pas l'utiliser pour n'importe quelle autre activité que l'agence ne leur donne pas aux chercheurs qui étaient déjà depuis 2 ans affectés par la commission de discuter. Bien sûr, il y a des intentions de discrimination idéologique, et il y a eu un membre du comité du conseil d'administration de CONICET, il a eu de démissionner. C'était intéressant parce que c'était le conseil scientifique de CONICET, il y a des représentants du MODEF, de l'équivalent du MEDEF, etc. Donc un des représentants du secteur agricole, il a même protesté par la discrimination idéologique qui a été proposée par le directeur du CONICET.
Il y a une résolution dans laquelle maintenant on va définir les programmes scientifiques obligatoirement, et les programmes sur lesquels on peut donner des subventions, même s'ils sont petits, et en particulier les très touchés, les sciences sociales. On attend dans les prochains jours un décret de modification du CONICET, dans lequel on va passer probablement les sciences sociales à l'université. C'est les 25% quand même de l'activité du CONICET en sciences sociales que ça risque de sa destruction. Tout ça dans un pays de très fortes traditions scientifiques, dans lequel on commence à avoir des exodes de jeunes scientifiques particulièrement. Donc je passe aussi sur le côté de l'environnement. Il est de toute façon les aspects culturels. Et à Davos, il a essayé, il vient de dire de mettre en cause le changement climatique. Il a donné comme référence scientifique un tweet d'un obscur écrivain australien pour dire qu'il n'y a pas de changement climatique. Bien sûr, il a attaqué le féminisme. Et il propose également la suppression de la figure pénale de féminicide, que c'est très important parce qu'en Argentine il existe le code pénal, mais aussi il y a eu une réponse populaire. Il y a quelques jours, il y a eu un peu plus de 10 millions de personnes qui sont sorties pour la défense des luttes féministes, des respect à l'agenda LGBT. Et l'Argentine, c'était le seul pays qui a voté contre à les Nations Unies l'élimination de la résolution sur l'élimination de la violence aux femmes dans les plateformes numériques. C'était le seul pays, etc. Bien sûr, il est parti de la Société mondiale de la santé, et tout ça dans un climat de négationnisme aussi pour nier les crimes de la dictature qu'il y a eu en Argentine entre 1976 et 1983. Donc ça, c'est très important. Et toutes les batailles culturelles sur lesquelles l'équipe de Milei avance beaucoup, chaque discours à Davos, aux Nations Unies, etc., c'est un discours idéologique très fort. C'est une préoccupation en France. En France, il y a une très forte collaboration scientifique avec l'Argentine. Il y a de l'ordre de 300 programmes de coopération scientifique entre les universités françaises et les universités argentines. Et donc ça, c'est important aussi qu'en France, on peut avoir une forte réflexion sur ça. Et ça nous préoccupe parce que, par exemple, Milei vient de nommer à la tête de la maison de l'Argentine, de la cité universitaire, un endroit très important pour la collaboration scientifique, un avocat, Santiago Mucio, c'est un avocat franco-argentin, qui est le principal collaborateur de Marion Baréchal, et il dirige la branche espagnole de l'ICEP, et qui est le porte-parole maintenant de tous ces programmes culturels. Donc, la destruction d'entreprises par Milei de la scène argentine, c'est un peu dépendant des États-Unis, avec la coupe contre tous la science est fondée sur les idéologies sympas. Donc, c'est important de tenir en compte aussi que c'est une mobilisation très forte en Argentine, que des fois, on arrive à arrêter ces situations. Merci. On va maintenant prendre des questions, en priorité celle de la presse. Pensez-vous des annonces récentes du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche interpellé dans les questions au gouvernement de renforcer les dispositifs d'accueil des chercheurs internationaux? Ces dispositifs existent déjà, ils existent notamment depuis 2017, depuis le Collège de France. Ce n'est pas seulement le Collège de France, c'est l'ensemble de la communauté universitaire, soutenue par d'abord les pouvoirs publics en France et maintenant en Europe. Ça s'appelle le programme PAUSE, programme d'aide en urgence des scientifiques en exil. Et Alain Fischer, qui s'exprime notamment en Libération ce matin, qui est un des signataires de la tribune, en parle d'abondance. C'est très important parce que, là encore, ça donne la mesure quand même de la situation. C'est un programme qui, en 2017, avait été imaginé essentiellement pour accueillir 100, puis maintenant 200 scientifiques en exil venus essentiellement
de Syrie, d'Irak, et puis il y a eu des Yéménites, et puis massivement des Turcs, des Ukrainiens et des Russes, beaucoup de Russes, évidemment. Et je participe à cette organisation. Nous allons recevoir, nous avons déjà reçu les premières candidatures américaines. Ce qui est quand même, quand on y songe, et hallucinant. Ouais, ça peut, Sous Trump 1, il y avait eu une initiative française qui s'appelait Make Our Planet Great Again, qui avait permis d'accueillir de jeunes scientifiques ou des scientifiques plus seniors brillants, dont certains sont restés en France, d'autres ont poursuivi leur parcours scientifique avec une production de connaissances vraiment de haut niveau. Je n'ai pas vu d'initiative similaire. Et par ailleurs, ce qui me frappe également à titre personnel, c'est que sur des sujets, par exemple, de défense, on met en place une coordination européenne. Mais là, par rapport aux menaces graves sur la production de savoir aux États-Unis, sur les licenciements brutaux, on n'a pas mis en fait en place une coordination européenne. Il me semble que ça fait défaut. Et par exemple, dans les mécanismes européens, le Conseil européen de la recherche, par exemple, qui finance des jeunes scientifiques brillants, des starting grants, il pourrait tout à fait, je pense, être mobilisé, vu en fait la qualité des profils des personnes qui ont été brutalement licenciées. Il faut voir le niveau d'exigence. Pour être recruté comme chercheur dans une agence fédérale, c'est souvent thèse plus 5 ans. C'est pas un profil postdoc, c'est vraiment un profil de personne qui s'installe, qui monte son équipe. Et donc je pense qu'il faut trouver des dispositifs pour permettre dans certains contextes à des personnes de continuer à contribuer à la production de savoir, sinon ce sera très vite perdu. J'ai deux questions assez vagues et une un peu plus précise pour Valérie Masson-Delmotte. La première, on a décrit et on déplore, je crois tous, ce que Trump fait en ce moment, Donald Trump. Mais ce qu'on sait aussi aujourd'hui, c'est qu'il ne peut pas faire, il ne veut pas faire aujourd'hui quant à la recherche et à la science. La deuxième question, aussi vague, c'est, on a entendu dans vos bouches des témoignages de recherches qui sont supprimées, annulées. Est-ce qu'on sait si elles seront remplacées par autre chose? Ou est-ce que c'est une suppression simple, sans plan à 6 mois ou 1 an? Et j'ai peut-être une question pour Valérie Masson-Delmotte. Vous avez cité l'exemple d'un chercheur à Princeton qui a été apparemment licencié, mais il n'était pas protégé par son statut de chercheur à Princeton, dans une université américaine, dont on estime qu'elles ont une indépendance historique. Voilà. Par rapport aux recherches financées par le NIH, le fait même que les comités ne se soient pas réunis, qu'il n'y ait pas de calendrier, c'est sûr qu'ils ne vont pas pouvoir dépenser leur budget pour cette année, et on va dire que du coup, ça justifie bien qu'on leur en donne moins. La seule chose que je peux dire donc, sur le licenciement du chercheur rattaché à la NOAA, une agence fédérale, dans le cadre du laboratoire de l'université de Princeton, c'est qu'il fait partie de toutes ces personnes qui étaient sous statut probatoire, pour lesquelles en fait la protection par rapport à l'emploi est plus fragile. Donc cela concerne beaucoup de recrutements récents de jeunes scientifiques, mais cela concerne aussi des scientifiques qui ont eu une promotion et qui étaient en statut probatoire sur ce nouveau poste. Donc c'est ça qui a été ciblé, probablement parce que la protection, je ne sais pas comment on peut appeler ça, réglementaire, en cas de licenciement non justifié et brutal, n'est pas la même. Mais il n'est pas. Donc, dans certains cas, cela a été contesté, cela fait l'objet de contentieux juridiques multiples, et on ne sait pas quelles sont les étapes suivantes. Et à ma connaissance, il n'y a pas en fait de proposition de financement supplémentaire pour de la recherche publique. Ce sont des diminutions. D'abord, est-ce que la recherche française commence déjà à sentir des impacts de ce qui se passe aux États-Unis, sur par exemple des programmes en commun, sur des étudiants postdoc qui auraient dû aller aux États-Unis ou qui devraient y aller dans les mois qui viennent? Voilà, est-ce qu'en France déjà, ça se ressent? Et M. Boucheron parlait de scientifiques américains, de chercheurs qui avaient signalé qu'ils voudraient venir en France. Combien ça représente de personnes? Est-ce que c'est quelques-unes? Est-ce que c'est des dizaines? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision dessus? Merci. Bon, dans mon domaine, mes collaborateurs principaux sont aux USA et en Israël.
Donc naturellement, nos étudiants, après leur thèse, vont faire un postdoc, si possible aux États-Unis, sinon en Israël, sinon quelque part en Europe. Bon, là, depuis un an, ils ont dit non, on ne va pas faire de postdoc en Israël. Et maintenant, ils ne vont pas faire de postdoc aux USA non plus. C'est évident. Et après, dans le domaine de la santé, même en étant un laboratoire français, vous pouviez avoir des contrats du NIH ou travailler avec des collègues qui sont financés par le NIH. Alors pour l'instant, il n'y a pas eu d'arrêt brutal, mais les projets sont certainement under review. Alors vous voyez, quand vous travaillez dans le domaine de l'infection à VIH, ce qui est mon cas, c'est difficile de faire un projet dans lequel il n'y a pas au moins un mot interdit. Donc la probabilité que le financement se poursuive me paraît assez modeste. Alors ce que je peux mentionner, c'est que donc, sur des travaux de recherche, des publications en cours, avec des chercheurs qui sont fonctionnaires fédéraux, dans certains cas ils ne répondent plus, dans d'autres cas ils doivent demander l'autorisation de pouvoir continuer à travailler sur un projet de publication. Et puis parfois ils ne répondent plus. Parce que souvent dans nos publications, il y a des mots-clés liés au climat. Ce que je peux également mentionner, c'est que l'effet de l'arrêt du budget USAID a aussi sapé des cofinancements de thèses et des projets scientifiques au Sud. Donc ça touche aussi en fait la production de connaissances et la recherche au Sud, dans certains domaines, notamment liés à la santé. Et puis la dernière chose, c'est je sais qu'il y a des étudiants de master qui avaient candidaté pour des bourses de thèse aux États-Unis, à qui on avait dit après toutes les étapes habituelles sur dossier, parfois entretien à distance, vous êtes sélectionné. Là, on leur dit on ne sait pas. En fait, on ne sait pas si on pourra financer votre salaire au moment prévu, et donc ça les plonge dans une incertitude complète. Oui, entre notamment l'impact de l'arrêt de financement dans le cadre du USAID, ça a aussi un impact sur un certain nombre d'études qui étaient conduites en Afrique avec les financements NIH, comme des essais sur Lassa, ou des essais sur Ebola, ou des essais sur Mpox. Donc bien sûr que ça a déjà des conséquences au niveau mondial sur les aspects recherche, puisque là c'était des financements d'essais cliniques en fait. Pour dire un mot, en réalité, les conséquences de ce que nous vivons pour l'université mondiale, parce qu'en fait, on l'a bien compris en vous écoutant, nous sommes dans une université globale dont l'arrière-pays est américain. Privé de cet arrière-pays, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Ou alors on ne le sait que trop, parce qu'il y a d'abord, il y a deux choses pour vous répondre du point de vue de l'exil. Il y a des gens qui perdent leur travail, il y a des gens qui sont empêchés de travailler, d'être financés, de communiquer, vous l'avez entendu, c'est particulièrement frappant. Et puis, il y en a aussi certains qui sont directement ciblés parmi les 42 executive orders, les décrets de Trump du premier jour. Il y a des chercheurs, notamment en sciences des données, ceux qui attaquaient directement Elon Musk, qui ont été d'emblée criminalisés, et eux vont partir, eux vont s'exiler, n'ont pas le choix en fait. Donc ça c'est pour prendre la mesure de la menace directe. Et puis la menace aussi, je dirais, c'est ce que vous avez dit en parlant d'impérialisme négationniste, c'est absolument fondamental et c'est ce qui réunit là encore tous les dangers qui pèsent sur le monde, et ce sont des dangers existentielle et j'allais dire presque épistémologique, puisque j'y reviens, c'est sur cette question de sur quoi pouvons-nous délibérer, et sinon sur des faits avérés, sur des vérités et non sur des croyances, pour reprendre ce que vous avez dit, ce qui me paraît très fort. Il y a d'une certaine manière, si je peux dire quelque chose en historien, c'est que tous les dictateurs, au fond, ils ont dit ce qu'ils allaient faire, mais simplement on ne les a pas lus. Le programme 2025, on se rend compte que, d'une certaine manière, il est en train d'être appliqué point par point. Vance a parlé à Munich. Je vous invite à lire Le Grand Continent, là, non seulement traduit, mais commenté, avec le chapeau sobre mais efficace. Tous les Européens devraient lire ce discours, parce que ça parle de ce qui va nous arriver. Et je ajouterais aussi, Elon Musk, son discours dans le bureau ovale, par sa conférence de presse, lui aussi, où il a dit, à partir de maintenant, je vais vous dire des choses fausses,
mais c'est pour vous habituer. Voilà. C'est à ce niveau-là, au fond, effrayant, de généralité, j'allais dire, pardon, épistémologique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le vrai, le faux, un fait, une croyance et des faits alternatifs, que les conséquences sont en fait incalculables. Elles sont à la fois prévisibles parce qu'ils ont dit ce qu'ils allaient faire et ils le font, et les conséquences. Et quand même, c'est important ce que vous avez dit sur la mobilisation en Argentine. C'est absolument fondamental. Pour l'instant, c'est ce qui nous manque absolument de part et d'autre de l'Atlantique. Il faut comprendre pourquoi. Il faut comprendre quelle est au fond la tradition politique qui nous empêche de considérer que l'université est un bien commun et un enjeu politique en France. Ça, oui. Oui, et je pense qu'en fait, au fond, le fait de coopérer scientifiquement, parce que c'est ce qu'on fait quand on fait de la recherche sur des communs, par exemple planétaires, on coopère. Et je pense qu'il y a une incompréhension totale de ce qu'est la valeur de cette coopération quand on applique au monde une vision purement commerciale et transactionnelle. C'est très frappant. Comment ça se passe à l'intérieur des institutions de recherche américaines? Comment réagissent les collègues qui ne sont pas licenciés? Comment sont choisis les... Est-ce que vous avez compris comment étaient choisis ceux qui étaient visés, ceux qui étaient licenciés? Et au fond, ceux qui prennent la décision, est-ce que c'est juste des technocrates ou est-ce qu'il y a des chercheurs qui ont accédé aux fonctions de responsabilité qui jouent le jeu? Comment ça se passe à l'intérieur de l'écosystème de la recherche, où il y a ceux qui restent et ceux qui sont virés? Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Merci. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui, vous trouvez la source, soit des témoignages individuels, soit des articles de journaux d'actualité scientifique, soit des journaux autres, sur mon compte Blue Sky. Ça, c'est la première chose. Donc, dans les témoignages que j'ai vus, il y a par exemple des biologistes qui travaillent dans les refuges pour la vie sauvage aux États-Unis, qui étaient très inquiets de la situation, qui ont écrit à leur manager à plusieurs reprises en disant « Est-ce que je suis concerné? Est-ce que je serai concerné ?» Le manager, après consultation avec la direction, a dit « Non, non, toi tu n'es pas concerné, tu es unique sur ce poste, c'est stratégique, ton poste sera préservé. » Et le lendemain, la personne recevait un mail en disant « Vous êtes viré ». Moi, ce que je comprends, c'est que c'est fait par le département de l'efficacité de Musk, là, donc, qui rentre dans tous les sites internet, les bases de données, qui applique une recherche par mots-clés. Donc il y a des mots-clés qui ont été rendus publics. À cela s'ajoute justice environnementale, probablement et changement climatique, en plus de ce que la LSF a fait fuiter, par exemple. Et la source de ces mots-clés, en tout cas en regardant, je pense que cela provient notamment d'un rapport de Ted Cruz qui avait été rendu au Sénat en regardant dans sa guerre culturelle sur les mots diversité, égalité, inclusion, en passant au crible les projets financés par des crédits fédéraux. Et donc il a identifié sur un ensemble de thématiques, un ensemble de mots, et je pense que c'est ceux-là qui sont utilisés. Ça aussi, c'est sur Internet. Le rapport Ted Cruz, c'est un fichier Excel avec tout ce qu'il faut détruire. En fait. On parlait de la mobilisation Stem française qui se lance. Quelle est justement la réaction des chercheurs et des institutions qui essayent de s'opposer, qui essayent de faire face à ces attaques? Concrètement, qu'est-ce qu'ils mettent en place? Est-ce qu'ils arrivent à regagner des morceaux de terrain, que ce soit du point de vue judiciaire ou plus concrètement sur le terrain? Est-ce qu'il y en a qui n'appliquent juste pas les directives et est-ce que ça passe ou est-ce qu'ils sont rappelés à l'ordre? Voilà, concrètement, quelle est la résistance un peu dans les universités? Déjà, il va y avoir des manifestations, des démonstrations aujourd'hui, mais après, il y a eu beaucoup d'attaques judiciaires pour un certain nombre des mesures, parce que, en fait, les gens qui ont pris ces décisions n'ont pas l'autorité normalement légale de les prendre. Mais quand même, en même temps, la plupart des universités, ne sachant pas finalement dans quelle direction les choses vont aller, prendre des mesures conservatoires pour éviter de se retrouver en grand déficit. Et je pense que du coup, il y a vraiment un effet de sidération. Enfin, moi, je suis frappée. Les collègues à qui j'ai écrit, je ne m'attendais pas à ce que certains ne répondent pas ou qu'ils répondent plus ou moins à côté de la question. Donc, je me dis, eux, c'est que vraiment, voilà, ils sont en situation
de se sentir menacés, parce que je leur écris à ce propos, et si jamais quelqu'un trouvait leur mail, par exemple, vous voyez, des choses comme ça. Et donc voilà, il y a un peu les deux. Il y a vraiment aussi quand même, les États-Unis, normalement, c'est un pays judiciaire, hein, donc la première réaction, c'était vraiment les actions, mais on voit des choses extraordinaires. Là, je voyais ce matin, en venant sur Twitter, que un juge à Washington avait dit que c'était désormais interdit de faire des programmes où on parlerait de DEI à l'université. L'université, normalement, elle a le droit d'enseigner ce qu'elle a envie d'enseigner, quoi, hein. C'est absolument hallucinant. Et d'ailleurs, la réponse du doyen de l'université détaillait tout ce que le droit apprend par rapport à ça. Et pour l'instant, comme il n'y a pas eu de jugement, les choses ne sont pas toutes remontées jusqu'à la Cour suprême. Pour l'instant, la seule chose qu'on a vue, c'est que la Cour suprême a voté 5 contre 4 pour dire qu'on ne pouvait pas suspendre de la façon dont ça avait été fait l'aide internationale, parce que là, à nouveau, ça aurait dû être une décision du Congrès. Alors, je ne suis pas sûre que le Congrès ne l'apprendrait pas, mais le fait est que là, c'est pas ce qui a été fait, et donc voilà, c'était quand même une défaite de ça. Mais après, vous voyez, quand vous avez, par exemple, si je reparle de Pepfar 3 secondes, quand vous avez interrompu l'arrivée de l'argent et que donc, du coup, on a démantelé le centre de santé où les gens venaient, je ne sais pas si vous dites que je vais le rétablir, les gens, ils ne sont plus là, on les a renvoyés, vous voyez, les conséquences vont être là quoi qu'il en soit. Donc voilà, on a un peu cet effet de, finalement, tout ça n'a démarré qu'à partir du 20 janvier, et c'est pas encore arrivé au bout des interventions, notamment judiciaires, qui ont été faites. Moi, si je peux ajouter une chose, donc je pense qu'il y a un effet effectivement délibéré, hein, de choc, de sidération, de peur. Beaucoup de personnes qui font profil bas, beaucoup de chagrin en réalité, hein, de gérer dans ces équipes des gens brutalement licenciés. Enfin, il faut imaginer la situation. Après, donc, toutes les institutions qui dépendent de crédits fédéraux ne savent pas comment réagir, même au niveau des académies des sciences, par exemple, hein, qui dépendent de crédits fédéraux. Et donc, ce qui a réagi le plus, ce sont les sociétés savantes qui sont indépendantes. Par exemple, l'American Meteorological Society, l'American Geophysical Union, qui ont pris des positions très fortes, vraiment très fortes, qui appuient des conseils juridiques pour les personnes qui ont été brutalement licenciées, qui organisent en fait une défense professionnelle, on va dire, hein, et en prenant tout à fait la mesure des enjeux. Et moi, ce que je me demande, c'est par exemple au niveau du gouvernement français, est-ce qu'il y a une veille par rapport à cette attaque sur la science? Est-ce qu'il y a une veille? Est-ce qu'on comprend à quel point c'est grave? Est-ce qu'il y a une analyse des interdépendances, des interrelations, à l'angle même de l'intelligence, vous voyez, parce que ce sont des enjeux assez, pour moi, fondamentaux. Comme il n'y a pas tellement de signal, comme il n'y a pas tellement de réponse publique, je me demande en fait où est la capacité en fait, de veille, de réflexion. Certains organismes ont soutenu l'initiative qui venait de la base en France, Stand Up for Science, après coup. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience de la gravité de la situation qui se manifeste par le soutien de très nombreux organismes de recherche à cette initiative. C'est assez inédit. Et donc j'espère qu'il y aura en fait une réaction au niveau national à l'échelle de ces enjeux et au niveau européen. Moi, je peux dire que les gens à qui j'ai parlé, en gros, ils font donc ils disent rien, mais en privé. Par exemple, il y en a un qui m'a dit au sujet de la possible absence de doctorants de première année cet automne. Je me dis, mais quel est le sens de notre métier si on ne forme pas de jeunes? Et puis, en plus, donc, il y a la recherche, il y a l'enseignement. L'enseignement, il y a les assistants de cours, hein. C'est des doctorants qui font les TD, qui font un fort soutien à l'enseignement. Donc, ce collègue me disait aussi, en plus, si on n'a plus de doctorants, l'enseignement va nous prendre beaucoup plus de temps. Donc ça, chacun regarde concrètement son quotidien. Donc, voilà le genre de réaction. Anne Roy d'AEF Info. Je voulais poser une question sur les bases de données supprimées. J'ai entendu parler de sites miroirs. Je voulais savoir en quoi ça consiste exactement et quelles sont un peu les possibilités d'héberger ces bases de données, peut-être en France, en Europe, et plus généralement, quelles questions ça pose sur l'hébergement des bases de données scientifiques. Oui, effectivement, il y a une initiative d'un certain nombre de scientifiques
pour récupérer l'ensemble de ces informations et les mettre à disposition sur des sites, entre guillemets, non officiels. Voilà. Après, c'est pas le cas, disons, sans doute, sur les données de la recherche de la même façon, en tout cas dans le domaine de la santé. Mais voilà, il y a cette volonté manifeste de désinformer désormais sur tout ce qu'on considère comme étant des choses qu'on n'a pas le droit de dire ni d'étudier. Moi, je pense qu'il faudrait poser cette question, notamment au CNRS, parce que j'avais entendu dire, mais ce n'est pas une information directe, qu'il y a justement toute une réflexion pour justement construire des sites miroirs, de sorte à pouvoir donner accès à des données qui seraient éventuellement censurées aux États-Unis, mais qui sont importantes pour la recherche dans le monde. Mais comme c'est une information de seconde main, je pense qu'il vaudrait mieux poser la question directement aux institutions de recherche, aux organismes de recherche. Bonjour, Marianne Moni du quotidien Macron. Claire Mathieu, il me semble que vous avez dit que l'économie et les mathématiques étaient... Je suis là, pardon. L'économie et les mathématiques étaient moins ciblées au même titre que l'informatique. Est-ce que c'est lié à la nature des disciplines, notamment les mathématiques qui recourent davantage aux chiffres qu'aux mots, ou est-ce que c'est intentionnel selon vous? Comment vous analysez ça? Cibler le réchauffement climatique, ça fait longtemps qu'on sait que Trump ne veut pas qu'on lutte, qu'on reconnaisse le changement climatique. La santé, on a vu au moment de la pandémie à quel point c'était quelque chose de critique. En revanche, les gens qui font de la recherche pure sur leurs petits problèmes d'algorithmes théoriques ou de théorèmes mathématiques, pourquoi on ne les laisse pas tranquilles? Donc, en ce sens, je pense qu'ils ne sont pas cibles directes parce qu'ils ne travaillent pas sur des questions qui sont directement sensibles. En revanche, nous participons bien sûr à la production du savoir, de la connaissance, et nous avons cette démarche de rechercher ce qui est vrai. Et donc, en ce sens, nous sommes emportés dans la vague, pour cette raison, dans la vague de l'attaque. Et après, il faut voir que, par exemple, pour les gens qui travaillent en IA, il y a vraiment un mouvement pour dire qu'on doit faire des choses qui sont faires, qui sont équitables, qui ne sont pas biaisées, qui ne sont pas, entre guillemets, en défaveur des minorités. Et ça, c'est bien dans la cible. Je vais donner un exemple de l'Argentine, parce que des fois, on a vu Milei parler beaucoup d'intelligence artificielle, même avec le gouvernement français, à un moment donné, c'était question de qu'il est venu à la conférence sur l'intelligence artificielle organisée par Macron. Et donc, il semblait qu'au minimum, il y a eu une ou deux secteurs de la science qui va pousser. Et après, on s'est rendu compte qu'en effet, ce n'était pas la science de la mathématique, de l'informatique, etc., c'est les fintech. Ça veut dire toutes les choses de la financière technologique. Par exemple, les deux sous-secrétaires d'État nommés à la science en Argentine, après avoir passé des ministères de la science, c'était deux spécialistes de la fintech. Ils étaient scientifiques parce qu'ils utilisaient les sciences, je veux dire, dans les finances. Ça, c'est un peu de la conception. Donc, il était tellement mis dans cette histoire de finances et mathématiques qu'il y a 15 jours, il vient d'être mêlé à un énorme scandale financier parce qu'il a lancé presque lui-même avec, je ne sais pas, l'IA, une nouvelle monnaie virtuelle. Donc, pour eux, la science, c'est ça. C'est les affaires financières, technologiques, etc. Bonjour, Olivier Pascal-Moslar de Télérama. Vous avez évoqué, notamment Patrick Boucheron tout à l'heure, le fait que c'était une entreprise de démolition massive qui avait commencé il y a longtemps, qui a été racontée et décrite par Giovanni Tarampoli, notamment dans les ingénieurs du chaos, et qui a permis que l'opinion publique s'habitue aussi à ce genre d'attaque et ne soit pas extrêmement mobilisée aux États-Unis pour l'instant. Et donc ma question, il n'est pas impossible non plus que Donald Trump aujourd'hui s'amuse beaucoup en fait des réactions des scientifiques pour l'instant et n'en ait pas grand-chose à faire. Comment est-ce que vous imaginez, au-delà des dispositifs de solidarité, d'éventuellement muscler d'une certaine manière la résistance pour mobiliser une opinion qui aujourd'hui a été habituée aussi, notamment par rapport au rapport du GIEC ou d'autres, à une certaine lassitude au fait et prête à entendre des discours d'attaque assez virulents contre votre travail?
témoigner par ma lecture de la presse américaine, c'est que le licenciement brutal de personnes de la NOA a entraîné des réactions fortes dans les communautés qui travaillent depuis longtemps avec les scientifiques de la NOA, les gardes-côtes, les communautés de pêcheurs, les communautés qui travaillent sur le littoral. Idem sur les météorologistes, les prévisionnistes même du secteur privé américain qui ont beaucoup réagi. Donc ceux qui font même les bulletins météorologiques sur des chaînes privées ou pour des journaux locaux, qui ont beaucoup réagi par rapport aux menaces en fait sur le licenciement de météorologues et la perte de qualité de l'information fournie par le service national météorologique. Parce qu'en fait, il y a un attachement à ce service public, on va dire, de la recherche jusqu'à une information opérationnelle utile pour les communautés. Donc ça a entraîné une réaction forte. Et sur l'aspect diversité, égalité, inclusion, c'est les vétérans notamment qui sont très fâchés en ce moment. Donc les vétérans qui font l'objet de licenciements au même titre, recherchés parce que recrutés de manière privilégiée parce qu'ils sont vétérans, et qui interpellent dans beaucoup de communautés leurs élus républicains d'ailleurs. Vous avez raison en tout cas de dire que c'est ce que l'historien américain Snyder appelle l'obéissance anticipée. Nos fatigues, nos défenses démocratiques ont été fatiguées d'avance. Et donc la vulnérabilité de nos sociétés sur ces sujets-là, elle est patente. Bon, ça ne veut pas dire, d'abord il faut redire, puisque c'est le sens de cette journée, qu'on ne perd jamais son temps à exprimer une solidarité, voilà, et une indignation collective, et c'est de ce collectif que va naître peut-être la solution que vous appelez de vos voeux. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tout dépendra aussi de notre capacité à faire comprendre qu'il s'agit d'un enjeu public, que la science est devant la société, qu'on ne fait pas que défendre nos curiosités, nos envies de voyager et de communiquer, et notre liberté académique. C'est pas la liberté académique, c'est pas le slogan le plus mobilisateur du point de vue social. Donc il y a un moment où il faudra quand même trouver un langage politique. Le climat, c'est facile. Je veux dire, en tout cas, il y a des forces politiques qui défendent. Il y a des forces politiques qui défendent l'écologie politique. Il y a des forces politiques qui défendent mais ce qui se fait aux États-Unis, l'accès à la santé. Ce qui se fait aux États-Unis, ce qui est défait, c'était une construction bipartisane. Bien sûr. La protection des parcs nationaux, les conservateurs ont joué un rôle. La mise en place de l'EPA, c'était Nixon. Le GIEC était soutenu par Reagan. Donc ce qui se passe en fait là, c'est détruire. Voilà. Donc ce qui se passe maintenant, c'est détruire brutalement des choses qui avaient été construites patiemment avec un soutien de responsables politiques dans le souci de l'intérêt général. Et ça, je pense que les gens commencent à le voir. Oui, mais c'est pour ça que je parlais au début, depuis ce précédent des attaques sur les sciences sociales. Et d'ailleurs, là, les sciences, les vôtres, sont attaquées, je veux dire, à mesure de leur rapport avec les sciences sociales. En réalité, bien sûr, oui. Voilà, c'est ça la chose qui détermine les inégalités, les inégalités de santé, le rapport au climat, etc. Donc, par conséquent, on a un petit peu d'avance, malheureusement, mais aucune leçon à donner, puisque on peut pas dire que ça a été un succès éclatant, notamment en France. N'oublions pas aussi, là, effectivement, c'est une conférence de presse, voilà, mais une partie de la presse, ou en tout cas de l'espace médiatique, une partie importante est saturée par des entrepreneurs d'approximation et d'inexactitude qui nous laissent, qui disent que finalement ce qui nous menace aujourd'hui, c'est l'islamo-gauchisme, c'est le wokisme. Voilà. Mais, pardon, mais enfin, ouvrez, allumez votre télévision, ça continue. Le spectacle. Formidable gauche. Oui, le spectacle continue. Là, on est entre nous, d'une certaine manière, mais ça n'a absolument pas défié. Et je trouve aussi quelques idiots utiles dans l'université. Il y a des livres qui continuent à apparaître. Il y en a un au PUF qui s'appelle Face à l'obscurantisme woke. Aujourd'hui, au PUF. Donc là, avec un sens des priorités admirable.
Donc on doit parler de ça quand même. Hein. Ouais, c'est la novlangue. S'il y a des chercheurs français actuellement aux États-Unis qui sont empêchés de travailler, est-ce qu'on a les moyens en France de les faire revenir, de leur offrir un poste pour leur permettre de poursuivre leur recherche, ou est-ce qu'ils vont partir dans d'autres pays d'Europe ou d'ailleurs? Et deuxième question, est-ce qu'il y a des protections qu'on peut mettre en place pour éviter que ce qui se passe aux États-Unis arrive un jour le plus lointain possible, et si possible jamais en France? On a réussi on a inscrit le droit à l'avortement dans la Constitution en prévision de ce qui pourrait hypothétiquement se passer. Voilà, ça on l'a fait. Est-ce qu'il y a des choses similaires qu'on peut faire pour protéger la science comme bien commun en France d'éventuelles dérives qui pourraient arriver à l'avenir? Moi, je ne suis pas juriste, mais j'ai regardé le cadre juridique associé à la liberté académique en France. Il est plus fort que dans d'autres pays. Il y a eu des jugements, je crois, du Conseil d'État qui le renforçaient. Néanmoins, force est de constater que dans certains organismes, les chercheurs sont soumis parfois à une opposition entre le devoir de réserve des fonctionnaires et la liberté d'expression de scientifiques. Il y a souvent une volonté de contrôler la communication institutionnelle, souvent à juste titre, ou protéger les scientifiques qui, lorsqu'ils s'exposent sur des sujets polémiques, font l'objet de remises en cause personnelles. Mais du coup, ça fragilise quand même la liberté académique, et c'est ce que beaucoup de collègues m'indiquent en partageant leur retour d'expérience. Donc on est sur des choses fragiles, pour moi. Et puis là, il faut bien comprendre que beaucoup des mesures, d'un point de vue juridique, ne sont en fait pas légales, parce que les gens qui les prennent n'ont pas l'autorité pour les prendre. Mais l'enjeu de est-ce que quand même ça arrivera au bout ou pas, finalement, dans le cadre du coup d'État en cours, personne ne sait pour l'instant. Hein. Donc voilà, il y a des protections qui existent, aux États-Unis y compris, mais il semble bien, en tout cas pour l'instant, mais on n'est pas à la fin de l'histoire, qu'elles ne tiennent pas, ces protections juridiques, parce qu'on est vraiment dans la lutte contre l'état de droit. Oui, et on voit bien qu'il n'y a pas du tout la même compréhension de la notion de liberté d'expression. Donc aux États-Unis, on a le droit de dire qu'on est nazi, c'est la liberté d'expression. Et en France, quand on traîne dans la boue des scientifiques, eh bien, en fait, on va préserver la liberté d'expression au détriment du fait de pouvoir ne serait-ce qu'être défendu avec une protection fonctionnelle quand on est attaqué comme scientifique. Vous voyez, donc on est sur ces difficultés, et je pense que le plus compliqué dans ce travail d'ingénieur du chaos, c'est comment on protège la parole scientifique, la qualité de la parole scientifique basée sur des faits. Et ça, c'est aussi un travail commun, je pense, avec les journalistes, qui me semble important, d'arriver à distinguer ce qui s'appuie sur des faits dans le débat public du reste des polémiques ou des controverses. Arriver à éclairer des délibérations publiques par rapport à ces faits. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est le point fondamental. Et justement dans un contexte où, les mouvements populistes essaient de construire de nouveaux boucs émissaires, et parmi ces boucs émissaires, on peut avoir la protection de l'environnement ou certains champs entiers de production de connaissances scientifiques. Merci beaucoup. L'heure tourne, nous allons clore cette session de questions-réponses. Merci d'être venus nombreux et nombreuses aujourd'hui. Merci pour vos interventions. Nous vous encourageons cependant à solliciter éventuellement des interviews avec nos intervenants et intervenantes qui peuvent rester, et aussi avec toutes les personnes qui font Stand Up for Science. Il y en a un petit peu partout dans la salle, je pense. On vous invite aussi à nous suivre. Nous allons maintenant à Jussieu pour une conférence grand public, et nous suivrons ça par une marche à 13h30 dans des espaces Jussieu. Merci beaucoup.